Il arrive parfois qu'une routine anodine, un geste banal du matin, se transforme en point de bascule. C'est ce que s'est produit un matin de décembre, un matin qui avait pourtant commencé comme tant d'autres. Nous étions à Paris un samedi du mois de décembre de l'année 2001. Vers l'aube, un inconnu croise la route des secours. Un sans-abri signale une présence sur un pont que connaissent bien les riverains, un lieu de passage quotidien où se croisent voyageurs, travailleurs et parfois des personnes sans foyer. Les policiers alors et les pompiers arrivent peu après. Ce qu'ils découvrent change à jamais la vie de plusieurs familles. Une femme gît inconsciente allongée sur le dos. Les vêtements de sport qu'elle portait encore la trahissent. À côté d'elle, aucun sac, aucun objet de valeur apparent. Seulement un téléphone jeté à une centaine de mètres et quelques indices qui, à première vue, ne semblent pas expliquer l'horreur. Sur le téléphone, une série d'appels manqués pointe vers 3 numéros différents. Rapidement, l'identité est retrouvée. Elle s'appelait Marie-Anis. Elle avait 45 ans. Elle était mariée et mère de 3 enfants. Ces enfants, qui s'inquiètent de ne pas voir leur mère répondre au téléphone, appellent la police et attendent impuissants des nouvelles. De l'autre côté, le constat des secours est sans appel. Malgré les tentatives de réanimation, elle est déclarée décédée. Les premiers examens médicaux révèlent des frappes violentes, des blessures profondes, des signes déjà d'un combat, d'une résistance. Sur ses mains, des marques indiquent qu'elle a essayé de se défendre. Le légiste parlera plus tard de plusieurs coups, dont certains portés à la poitrine en étaient fatals. Autour d'elle, quelques indices discrets, 2 bouteilles vides contenant des traces variées, 2 empreintes relevées et un début d'enquête qui prend forme dans la nuit. La police scientifique fuit le lieu, prélève ce qui peut l'être. Les voisins, les commerçants du coin, les habitués du pont sont interrogés. On apprend qu'il n'y a pas eu d'agression visible sur le sac. Il n'a pas disparu ni l'alliance de la victime, ni ses quelques bijoux, et le mobile de crime n'apparaît pas immédiatement comme un vol. Sur certains éléments, du sang, des poils, mais rien de tranchant qui permettrait d'identifier tout de suite un suspect. La routine de la victime, elle, est connue. Elle part tôt, parfois pour aller courir ou pour se rendre à son travail, et emprunte ce pont. Rien dans son entourage ne laissait entrevoir l'ennemi déclaré de menaces précises, mais pourtant, ce qui est sûr, c'est qu'en quelques heures, la quiétude d'un quartier s'est muée en peur et en question. Les enquêteurs se replient alors sur des méthodes classiques, établir l'identité, entendre la famille, chercher des témoins. Ils trouvent une infirmière d'une trentaine d'années qui travaille à l'hôpital le long de ce trajet. Elle raconte qu'elle est passée la veille au soir vers environ 7 heures, l'heure où la nuit vert peut ressembler à un crépuscule. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle aurait été abordée par un homme qui a tenté de l'arrêter, l'a insultée et qui l'a traitée de mots qu'il n'oubliera pas. Elle a décrit l'homme, grand, au teint clair, portant un jean sombre, des baskets noires et une veste sombre, un visage marqué, mais sans accent particulier. Son récit, précis et cohérent, sert de point d'entrée à l'enquête. Les policiers font dresser un portrait robot à partir de ces éléments et le diffusent aux brigades locales. Peu après, en moins de 24 heures, un suspect potentiel est identifié, un jeune homme de 19 ans appelé Marc. Il a un passé difficile et un dossier judiciaire déjà chargé par des délits et des incarcérations. Les enquêteurs se rendent à son domicile. Il est interpellé au petit matin quand la police entre dans sa chambre. Certains vêtements correspondent à la description fournie par l'infirmière. On retrouve aussi des objets qui pourraient être liés, 2 bouteilles vides et sur l'un de ses vêtements une trace suspecte, rougeâtre. Son père est effondré
Il ne veut pas croire que son fils soit capable de cela. Le jeune homme nie d'abord, comme on l'entend souvent dans ces affaires, mais très vite, le soupçon pèse, la pression monte, et sous l'effet des interrogatoires et des confrontations, une série d'événements se déroule qui va complexifier le dossier, des aveux, puis des rétractions, puis de nouveaux éléments qui font basculer la certitude initiale. Marc parle. Il raconte des fragments qu'il était dans le secteur, qu'il avait vu, qu'il ne se souvient pas clairement à certains moments. Il donne l'impression d'être dépassé, d'avoir une mémoire floue, tandis que, pour les enquêteurs, il existe ce besoin impérieux de relire des faits à un auteur. Son profil intéresse les psychologues. Enfance instable, famille éclatée, premières années marquées par la perte et la précarité. Ces éléments expliquent en partie ses errances, mais ne valident pas la culpabilité. Les policiers continuent leur investigation, mais la pression de l'opinion publique et médiatique pèse. Un meurtre, un pan, une jeune femme, la population veut des réponses, exige des arrestations, les familles attendent, le procureur suit le dossier avec attention. Le dossier semble tenir. Le 15 décembre de cette même année, Marc, âgé alors de 19 ans, avoue, les aveux sont brus. Il parle d'avoir pris un couteau, on ne sait encore à ce moment précis si cela correspond exactement aux blessures, puis d'avoir attaqué la victime. Le mécanisme de la violence, les gestes rapportés sont durs à entendre. Marc évoque une incapacité ancienne à maîtriser ses pulsions. Un enchaînement de nuits d'alcool et de drogue, des épisodes de folie ponctuels, mais ses aveux ci-dessus sont contradictoires par endroits, manipulés sans doute par le stress. Les suggestions ou par une volonté de raccourcir la procédure. Les avocats et les psychologues mettent en garde un jeune homme confesse peut le faire sous la violence des interrogatoires, sous la peur ou sous l'espoir d'une issue, et puis vient l'inévitable débat entre culpabilité avérée et circonstances atténuantes. Le juge, face aux éléments accumulés et aux témoignages, finit par retenir la culpabilité. Le verdict rendra Marc coupable et le condamnera à une lourde peine. 18 ans de réclusion avec une possibilité de remise en liberté conditionnelle après 12 ans, en tenant compte de son âge et son passé difficile. La première affaire ne s'éteint pourtant pas là. Elle se complexifie. Ainsi un fil invisible reliait au moins deux drames. À peine 10 mois plus tard, au printemps suivant, un autre corps est découvert sur le même pont, dans des circonstances terriblement similaires. Cette fois, la victime s'appelle Maria. Elle est retrouvée tôt le matin, elle aussi dans un état de grande violence physique, avec un visage abîmé, des vêtements déchirés, des traces de brûlures qui témoignent d'un acte d'une sauvagerie particulière. La découverte de Maria place la population en état d'alerte. Comment imaginer que la même zone soit touchée une deuxième fois? Les habitants se demandent s'il s'agit de la folie d'un individu, d'une récidive, d'un imitateur ou pire d'un tueur en série. Les premières expertises sur Maria confirment une agression par strangulation, des marques profondément inquiétantes et une mise en scène particulière. Certaines zones du corps présentent des brûlures, les sous-vêtements sont en partie atteints. L'horreur incline la presse à comparer les deux affaires. Les enquêteurs, quant à eux, cherchent à croiser les preuves, les horaires, les modes opératoires, la proximité temporelle et géographique, invitent naturellement à une comparaison, mais attention, des similarités apparentes ne font pas nécessairement un lien direct. La prudence est de mise. Dans l'enquête du Maria, les premiers témoignages indiquent qu'elle n'était pas revenue chez elle depuis son shift matinal, qu'elle n'avait pas répondu au téléphone. Son fils, inquiet, porte plainte. Les images et les traces amènent la brigade à croire à une agression ciblée, du moins méthodique. Les policiers mettent la main sur des indices et envoient certaines traces en laboratoire. On retrouve des empreintes partielles, des fibres, des résidus sur les vêtements. Un suspect, un sans-abri d'origine étrangère souvent présent sur le pont, est brièvement interpellé puis relâché lorsqu'il apparaît que ses empreintes ne correspondent pas.
L'affaire alors tourne, le temps s'étire. C'est alors qu'intervient un élément perturbant. Des analyses d'empreintes digitales effectuées sur des prélèvements cutanés montrent une correspondance avec l'ADN d'un autre homme, David. Ce nom n'était pas attendu. David est un homme d'une trentaine d'années ou antécédents difficiles lui aussi. Sa vie est marquée par la précarité, l'errance et des séjours répétés en prison. Quand la police le convoque, il est d'abord incrédule, puis, confronté aux éléments, il fait un geste qui va tout bouleverser. À 2 heures du matin, il se présente spontanément au commissariat et avoue. Non seulement il reconnaît les faits, mais il avoue également avoir commis d'autres atrocités, et ce qu'il dit va forcer la réouverture d'enquêtes et la remise en question de plusieurs condamnations antérieures. David affirme avoir été l'auteur de plusieurs meurtres, dont ceux de Marie-Anise et Maria. Il donne des détails, des précisions parfois déroutantes qui correspondent selon les enquêteurs aux preuves matérielles. Il évoque une période où il s'est senti obligé de confesser afin de soulager sa conscience, mais au fil des aveux, il apparaît chercher quelque chose de plus profond, une explication, un soulagement ou simplement un besoin de dire qu'il était responsable. L'annonce renverse le théâtre judiciaire. Si David est le véritable auteur, qu'en est-il de Marc, condamné quelques années auparavant? Les magistrats reviennent sur les dossiers, les pièces sont réexaminées à la lumière de ces nouvelles déclarations. David, dans ses confidences, décrit des comportements qui font froid dans le dos. Il parle d'avoir choisi ses victimes parfois au hasard, parfois selon une impulsion, l'une le matin, l'autre à une autre occasion, mais toujours sur ce même pan. Il explique comment il s'est retrouvé dans la situation de commettre l'irréparable, la boisson, les défaillances physiques, l'errance et une solitude extrême. Il détaille le geste de la violence qui, parfois, avec une froideur, qui dérange. Il explique vouloir prendre l'énergie des victimes pour se sentir moins invisible. C'est une rhétorique terrible qui n'explique rien mais aide à comprendre une mécanique. Face à ces aveux, la justice doit trancher. Que vaut un aveu spontané? Que pèse-t-il face à des affaires déjà jugées? Comment réparer une erreur judiciaire? Comment rendre la justice aux familles piégées par des années d'incertitude? Dans la suite de l'enquête, il apparaît que certains éléments matériels correspondent réellement à David. Des empreintes ADN se recoupent, des objets des personnels retrouvés sur les lieux correspondent à son profil, et même des éléments apparemment insignifiants, un disque, des cassettes, des effets personnels rendent compte d'un fil conducteur. David décrit des scénarios, des repères, des habitudes qui aident à reconstituer le parcours psychologique du tueur. Pour la population, c'est un soulagement et une nouvelle blessure. D'un côté, la vérité semble se dévoiler et d'un autre côté, la vérité semble se dévoiler et l'idée qu'un innocent ait pu croupir en prison est intolérable. La procédure évolue donc vers une double dynamique. D'un côté, David est mis en examen pour les crimes nouvellement lui attribués. De l'autre, les magistrats instruisent une révision du dossier de Marc. Les avocats de Marc réclament la réouverture, les associations s'emparent du cas et demandent des réponses claires sur la qualité des preuves utilisées lors du premier jugement. La machine judiciaire opère lente mais minutieuse. Confrontation, nouvelle expertise, comparaison ADN plus large, relecture des procès-verbaux initiaux. Les jours se succèdent, lourds en attente. Parallèlement, les familles des victimes vivent un cauchemar qui s'étire. Elles doivent traverser la douleur du deuil, le ressentiment d'une condamnation injuste, puis l'espoir fragile d'une réparation possible. Dans beaucoup de dossiers de ce type, l'attente est
la pire des tortures. Les proches cherchent des explications, des gestes qui apaisent, des actes de reconnaissance. Il assume des entretiens, revient les moments d'avant, examine les derniers massages, épluche les clichés, reconstitue des routines. La question du temps revient sans cesse. Que peut-on faire après que des années ont effacé certaines traces? Comment retrouver la vérité quand des décisions furent prises sur la base d'éléments alors considérés comme suffisants? Il faut aussi parler de l'impact social de ces affaires. Lorsque la presse s'empare du dossier, que les plateaux de télé et les journaux diffusent images, hypothèses et commentaires, la justice s'expose. La présomption d'innocence se heurte à la pression publique. Les policiers, eux, doivent garder leur impartialité. Les magistrats, eux, doivent faire preuve d'une rigueur maximale. Le débat public se lève, des questions sur les méthodes d'enquête. Comment éviter qu'une procédure n'ait d'erreur? Comment garantir que les aveux ne soient pas le fruit de la pression ou d'un état de faiblesse psychologique? Des voix se lèvent pour demander des réformes, davantage de moyens pour la police scientifique, des garde-fous dans les interrogatoires et une meilleure prise en charge des personnes vulnérables. Nous sommes aussi confrontés à une réalité humaine et tragique. La violence n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est destructrice. Les victimes ne sont pas des statistiques, elles sont des mères, des filles, des sœurs, des voisines. Leur nom mérite d'être entendu, leur histoire racontée avec dignité. Les familles réclament que leur souffrance soit reconnue, que la vérité soit établie clairement et que des leçons soient tirées pour éviter qu'un drame similaire se répète. À la fin de ce long comité judiciaire, plusieurs choses émergent. David est mis en examen et son profil psychiatrique fait l'objet d'expertise. Son passé, sa précarité, ses gestes sont désormais au cœur de l'instruction. Marc, quant à lui, voit sa peine infléchie dans le temps, mais son nom restera marqué. Plus tard, certains éléments permettent d'aboutir à un nouvel équilibre judiciaire. La justice doit concilier réparation et la protection de la société. Dans certains cas, les accusations sont accordées et des excuses formelles émanent parfois des autorités. Dans d'autres, la controverse persiste et les blessures restent ouvertes. Au-delà des décisions judiciaires, ces affaires laissent des traces dans la mémoire collective. Elles poussent à repenser la prévention, notamment autour des lieux isolés et des services d'aide, de la présence policière et à renforcer les dispositifs d'écoute pour les personnes en situation de vulnérabilité. Elles invitent aussi à mieux accompagner les auteurs potentiels à traiter la précarité sociale, la dépendance à l'alcool ou aux drogues et les troubles psychiques, éléments qui bien souvent participent à la spirale tragique. Pour conclure, il est essentiel de rappeler une chose. Derrière chaque dossier policier se cachent des destins brisés, des vies interrompues, des familles qui portent le poids du silence et de l'absence. La justice, aussi rigoureuse soit-elle, ne peut pas effacer ce vide. Elle peut cependant chercher la vérité, apporter des réponses et tenter de faire en sorte que le souvenir des victimes reste vivant et respecté. Dans ce récit, celui de Marie-Anis, de Maria, de Marc, de David et de tant d'autres, nous devons conserver cette humanité première, celle de nommer, d'écouter et d'apprendre. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Rappelez-vous aussi que la prévention, l'écoute et la solidarité sont des armes contre la violence. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en danger, cherchez de l'aide localement. Parlez à une personne de confiance. Contactez les services d'urgence ou des associations spécialisées. Rien n'efface la douleur, mais la parole et l'action peuvent parfois sauver des vies. À la prochaine vidéo!